Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous et bienvenue sur ce nouveau numéro de l'interview avec le coach Ahmed Bari. Avec bien sûr le jeune coach, nous allons échanger aujourd'hui sur la prise de parole en public. Nous le savons en tout cas, c'est un jeune dynamique qui fait beaucoup d'initiatives, qui fait beaucoup de formations, notamment dans plusieurs secteurs. Il a également formé beaucoup de jeunes par rapport bien sûr à cette thématique. Nous échangerons avec lui sur la prise de parole en public parce que c'est toujours de l'actualité. Nous connaissons nos jeunes, nous connaissons nos frères qui sont bien, qui sont posés et qui ont du mal à prendre la parole. Ahmed, bonjour. Bonjour Omar. Merci d'être avec nous. Toujours un plaisir. Notre première question, c'est de savoir quelles sont les principales causes du trac lors d'une prise de parole en public et comment peut-on les surmonter efficacement. Nous constatons qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de jeunes qui sont bien, qui sont dynamiques, mais quand il y a des publics, on sent des tracs, ils ont du mal à prendre la parole. Quelles sont, selon vous en tout cas, les principales en tout cas, les causes? Ok. Alors, déjà merci pour tout ce que tu fais. Et pour aller rapidement sur la question, c'est que les gens souvent se trompent de problème. Okay. Aujourd'hui, si on est assis ici et un feu se déclenche ici, okay. Genre, est-ce qu'on va se demander est-ce que c'est normal d'avoir peur? On aura peur et c'est normal. Effectivement. Voilà. Donc, lorsque toi, individu, avec tout ce que tu as comme idée, comme brillance, comme tu as dit, comme intelligence, okay. Comme données à partager, comme information à partager, mais aussi comme peur, comme complexe, comme doute intérieur, okay. Comme image de toi, okay. Forcément, quand tu te mets devant 50 personnes qui vont te regarder, il y a une peur qui va se créer. Ça, c'est vrai. Donc, le trac, il est normal, que ça rassure les gens. Mais maintenant, le trac qui dure, okay. C'est là le problème. Okay. Voilà. Le cerveau humain, ou disons, le cerveau humain, il est fait pour nous protéger. Donc, dès qu'il perçoit un danger, ne serait-ce que pour 3, 4, 5 secondes, il va déclencher une peur. Maintenant, la peur n'est qu'une conséquence des hormones qui déclenchent, l'adrénaline, le cortisol, pour que tu puisses fuir en cas de danger, tout ce qui va avec. Okay. Donc, le trac du début, c'est normal. Ouais. C'est juste ton cerveau qui se dit, attention, tu vas dans un environnement que tu ne connais pas. Okay. Où tu es en face de gens que tu ne connais pas. Ouais. Où tu es en face de gens qui vont te regarder, ou qui vont t'évaluer, ou qui vont te jauger. Pas juger, mais jauger. Okay. Donc forcément, s'il y a une question d'évaluation, s'il y a une question de jugement, de jauge, autant pour moi, s'il y a une question de notation, d'appréciation, qu'elle soit positive ou négative, ça sous-entend que tu peux mal faire. Ouais. Si tu sais qu'on va t'évaluer, ça veut dire qu'il y a une possibilité que tu fasses mal. Ouais. Donc, lorsque le cerveau, en une fraction de seconde, projette cette peur-là, cette situation où tu es mal évalué, ouais. te crée une peur. Ça, c'est vrai. C'est évident. Ouais. Si je dois venir présenter un rapport, ou présenter mon exposé, ou disons, exposer mon rapport de stage, okay. Il y a une éventualité que je sois mal noté. Tout à fait. Donc, le cerveau, il perçoit ça. Et il me dit, ah, fais attention. Donc, c'est son façon de me dire, fais attention, qui crée ce trac-là. Le trac, en fait, c'est un message du cerveau pour te dire ce que tu es sur le point de faire, c'est important. Okay. Tu n'as pas à gaffer. Ok. Donc, voilà. Tu dois être concentré. Voilà. Ouais. Donc, ce premier trac, c'est pour ça. Okay. Maintenant, après, lorsque le trac vient, le danger des émotions humaines, c'est que quand tu as une émotion, ça crée une pensée. Ouais. Et la pensée recrée une émotion, et l'émotion nouvelle crée une pensée nouvelle. Donc, soit tu fais un cycle descendant, okay. Ou un cycle ascendant. Okay. Je viens devant le public, j'ai peur. Ouais. Ok. J'ai peur pourquoi? Tu as deux options. Comme le cerveau a projeté une évaluation, oui. Donc il y a l'option positive, il y a l'option négative. Okay. Si tu n'as pas assez de conscience de toi et de maîtrise de toi, ton cerveau va pencher vers le côté négatif. Donc, et si je suis mal noté, ça fait peur. Et donc si... la peur là, tu as même une pensée qui est liée à la peur. Et si je parle mal, et si je tremble, et si je fais des erreurs, et si j'oublie, si je fais des fautes, est-ce que je suis bien habillé, est-ce que je suis bien assorti, est-ce qu'il y a tout ce qui va avec. Donc ça c'est une dynamique. Maintenant lorsque le trac vient et que tu dis ah, donc ce trac là me rappelle que ce que j'ai à faire est important, donc je dois bien présenter, je dois bien faire ça. Donc le trac du début, 1 seconde, 3 secondes, 5 secondes, 10 secondes, jusqu'à 30 secondes, c'est naturel, c'est normal. Mais après, quand ça dure plus que ça, c'est ça qui est anormal.
C'est bon un peu, je réponds à la question. Je comprends très bien, je comprends. Merci en tout cas. Alors notre deuxième question, comment s'adapter son discours en fonction de son public pour maximiser l'impact de sa prise de parole? Je parle toujours en tout cas de la prise de parole en public, faire des discours, comment vraiment s'adapter pour captiver le public? Ok. Alors, c'est ça le danger. Ok. Les gens veulent captiver le public. Ouais. Tu n'as pas à faire ça. Mais s'adapter aussi le discours en fonction du public. Oui, j'arrive. C'est que les gens, généralement, ils parlent mal en public parce qu'ils veulent l'impressionner. Parce qu'ils veulent montrer qu'ils savent. Parce qu'ils veulent montrer qu'ils ont fait une bonne présentation. Ils ont un bon speech. Ils ont une bonne diction. Ils ont tout ce qu'ils veulent avec. Alors que tu n'es pas là pour ça. Tu es là pour qu'ils comprennent ce que tu vas dire. Si tu es en face d'eux, c'est pour eux que tu es. Tu n'es pas là pour toi. Les gens veulent se convaincre eux-mêmes qu'ils sont bien, ou ils veulent convaincre le public qu'ils sont bien. Alors que le simple fait que tu sois devant eux, ça signifie déjà qu'à quelques niveaux près, on dit que tu es bon. Parce qu'on ne doit pas prendre dans une assemblée le plus nul pour lui dire va faire un discours. Donc le simple fait qu'on t'ait choisi, ou que la circonstance est faite que tu sois en face des personnes là, ça veut dire que déjà tu as un minimum de compétences sur le sujet. Donc ton focus ne doit plus être sur les impressionner, leur montrer, mais est-ce qu'ils comprennent ce que le sujet va dire. Et donc lorsque le focus change, parce que lorsque le focus est sur les impressionner, c'est là où les gens font des gros discours, des gros français, ils veulent faire des trucs trop techniques. Tu vois, on fait d'université là, quand ils te font un discours, il faut que tu prennes un dictionnaire pour comprendre ce qu'ils disent. C'est avec eux que j'ai philosophie, rocambolesque, nonobstant, frère. Il faut être explicite. Voilà. Donc, alors que si ton focus c'est pour qu'ils comprennent, tu as un langage pour que le plus con d'entre eux comprenne. Le bon discours, ce n'est pas celui qui le plus intello de l'audience a compris, mais c'est celui où le plus abruti du public t'a compris. Oui, tout à fait. Donc, fais un truc simple. Si dans le public il y a des gens qui parlent français, des gens qui parlent zarma, parle en zarma. L'essentiel que les gens comprennent. Tu es là pour eux, tu n'es pas là pour toi. Parce que quand tu es là pour toi, tu es ici. C'est là où les gens ils parlent, ils regardent en haut, ils tremblent. Parce qu'ils veulent constamment trouver la bonne expression, le bon français, le bon timing, le bon ton. Il faut que tout soit carré. Clean. Sors d'ici. Sors d'ici et sois là pour eux. C'est eux qui sont là pour t'écouter. Donc, est-ce que je suis en train de communiquer pour qu'ils comprennent? Est-ce qu'ils comprennent? Je parle un français simple. Je me calme, je suis là pour eux. Je suis là pour vous, les gars. Pour donner un exemple. Tu es fan de foot? Ouais, je regarde plus ou moins. Ok. Pas tellement, mais... D'accord. Si tu fais les débats Messi-Ronaldo, est-ce que tu as besoin de te préparer pour ça? Tu te prépares pas. Pourquoi? Parce que tu es là pour ton adversaire. Tu veux qu'il comprenne. Tu ne veux pas te convaincre que tu es un bon fan de Messi ou un bon fan de Ronaldo. Non. Tu es là pour que l'adversaire qu'il comprenne que Messi est le meilleur que Ronaldo ou l'inverse. Tout à fait. Donc ton focus c'est sur lui. Tu ne veux plus te convaincre que tu es meilleur. Toi déjà, tu connais ta position. Tu connais ta position. Donc quand tu es devant un public pour leur expliquer comment se fait la reproduction ou la santé sexuelle, tout ce qui va avec, tu sais que tu connais. Tu n'as plus à te convaincre que tu es un bon. Ce que tu veux c'est qu'ils comprennent. Donc fais simplement. Ça, c'est vrai. Et le plus tu simplifies cela, le mieux tu fais. C'est important. En tout cas, merci pour les éclaircissements. Notre prochaine question, c'est de savoir, entre autres, quels sont, selon vous, les éléments non verbaux les plus importants à maîtriser lorsqu'on parle en public? Gestes, posture, regard, entre autres. Ok. Tu sais, moi, on me connaît comme un réinventeur. Et c'est-à-dire que je change les choses. Là, par exemple, les gestes là que tu fais, c'est conscient? Non, pas du tout. C'est automatique? C'est automatique. Genre, ceux qui, quand on te forme en public, on te dit il faut que tu rendes tes gestes conscients. Mon frère, ton esprit conscient, il ne capte que 2 à 6 informations par seconde. Ton esprit inconscient, ou disons ton système inconscient, il capte des milliards d'infos par seconde. Si pendant que tu parles à un public, tu dois contrôler tes gestes, ta démarche, ton regard, ta respiration, tes mots, si tu dois gérer tout ça consciemment, ça fait trop de choses. C'est pour ça qu'il y a des gens, ils font des formations en art oratoire, ils font 6 mois avant de le maîtriser. Ils font des mois ou des années avant de le maîtriser, parce qu'on veut que tu gères consciemment toutes ces choses-là. Là, je suis en train de faire, je ne le fais pas exprès. Le cerveau, c'est un outil, mais incroyablement puissant. Ça, on le sait. Rien que le stockage, c'est 1000 milliards de gigas. On le sait. 1000 milliards de gigas, 100 milliards de neurones. Il peut t'aider pour faire ton discours, si tu le laisses faire.
Ton seul focus, c'est les gens qui sont en face de toi. Est-ce qu'ils comprennent? Ton fait. cerveau, il saura. Parce que tout ce que tu vas dire, c'est un assemblage de quelques 50 éléments. 26 lettres d'alphabet, 10 chiffres de 0 à 9 et quelques données historiques, scientifiques, sociales que tu peux avoir liées à ta compétence. Maintenant, toutes ces données-là, les 26 lettres, les 10 chiffres, les nombres, les données historiques, scientifiques, sociales que tu as, ton cerveau peut les agencer de façon automatique le mieux qu'il puisse sans que tu n'aies à t'y préparer. Et il peut aussi entraîner ton corps à faire le geste qu'il faut. Tu vois là, je n'ai pas fait exprès. Le geste qu'il faut pour faire ça, le regard qu'il faut, la démarche qu'il faut, ton cerveau peut faire tout ça automatiquement si tu lui fous la paix. Je vois. Pour te donner un exemple très simple, quand tu discutes toujours encore de Messi ou Cristiano, les données qui te viennent, tu ne les cherches pas. Ça, c'est vrai. Tu ne réfléchis pas. Il peut te rappeler un match que tu as vu une seule fois et que tu as oublié depuis 5 ans. Effectivement. Mais comme dans la discussion, là, il faut que ce match-là revienne, il te rappelle le match-là. Quand tu racontes que ton ex t'a trompé, quand tu racontes que tu as gourmand, il te sort des données, des analyses psycho, des années. Que tu ne comprends même pas d'où ça vient. Parce que c'est un outil puissant si tu lui fous la paix. De la manière dont le cœur bat sans que tu interfères. Ton cœur bat tout seul. Le foie fonctionne tout seul, les poumons fonctionnent tout seul. Le cerveau aussi, fout-lui la paix. Il ne faut pas essayer de lui faire dire qu'il faut que je fasse telle posture, il faut que je regarde ici, il faut que je fasse tel geste, il ne faut pas que je tremble, il ne faut pas que je transpire. C'est que tu veux rendre un outil automatique manuel. Donc c'est ça qui fait trop de choses à gérer et tu trembles, tu transpires. Quand on transpire, c'est que il y a trop de choses qui se passent. Tu fais un effort. Ça, c'est vrai. C'est ça, dans la transpiration. Ça, c'est vrai. Tu transpires quand tu fais un effort. Maintenant, ce n'est pas un effort physique. C'est là. Tu veux rendre des choses manuelles. Il faut lui la paix. Ton seul focus, c'est ton public. C'est eux, je suis là pour eux. Je les aime, je veux qu'ils comprennent. Je suis là pour eux. On m'a appelé pour qu'ils comprennent. C'est ça. C'est eux mon public. C'est eux ma cible. Merci en tout cas, Ahmed. Nous poursuivons bien qu'on s'achemine vers la fin de l'émission. Alors, notre prochaine question, c'est de savoir en quoi la préparation d'un discours, je parle des structures, répétitions, support visuel, est-elle cruciale pour une intervention réussie? Alors, on se prépare quand on n'est pas prêt. J'aime bien la phrase là. Par exemple, moi j'ai fait entre 2019 et aujourd'hui, j'ai parlé au moins 500 fois ou plus que ça devant un public. Des centaines de fois devant un micro, que ce soit à la télé, à la radio, sur une web TV, peu importe. Ça fait que je suis prêt. C'est comme quand tu étais venu, quand je t'avais dit, bon, je pense qu'on va parler ce sujet, tu as dit non. Je ne vais pas savoir de quoi. L'essentiel, c'est de commencer l'émission. Voilà. Donc moi, je suis prêt, parce que j'ai un background. Maintenant, pour celui qui n'est pas prêt, c'est là où se préparer est important. Donc, ce que j'aime dire souvent, ne prépare pas ton discours, prépare celui qui a fait le discours. C'est deux choses différentes. Le discours, c'est, on va dire, un ensemble de mots que tu donnes aux gens. Celui qui fait le discours, c'est toi. C'est toi qui vas faire. Tu vois, on a dit que tout ce que tu vas dire, c'est un assemblage de 26 lettres, de 10 chiffres et des données historiques, sociales, scientifiques, culturelles, dont tu disposes déjà avec que tu es compétent sur le sujet. Ou que tu as appris dans un cahier, dans un cours, dans un exposé, peu importe. Donc ce que tu as à faire, c'est plus préparer celui qui fait le discours pour qu'il vienne avec un état optimal, afin que son cerveau vienne en allié, non pas en ennemi. Parce qu'il est très dur de gagner contre ton cerveau. Ça, c'est vrai. Parce que les données qu'il a... Je suis d'accord. Si tu le prends comme adversaire, c'est quoi adversaire? Tu veux lui dire non, c'est moi qui te dis on fait ceci. Dans un contexte de discours, vaut mieux pas. Tout à fait. Donc prépare le discoureur, prépare l'orateur, prépare le conférencier, pas la conférence. Donc bien sûr, tu vas faire ta présentation PowerPoint ou tu vas faire ton fichier Word, ton fichier PDF. Tu vas dire les grandes lignes de ton discours, c'est ça la préparation extérieure. Donc tu prépares le PowerPoint, le Word, le discours, les phrases, les grandes lignes, tout ce qui va avec. Ça, bien sûr, tout le monde le fait. Si tu ne le fais pas, on estime que tu maîtrises et que tu as une expérience. Maintenant, préparer le discoureur, c'est assurer que tu es dans un état optimal. Moi, la veille du bac, je joue au football. La veille du bac, je suis allé jouer au football tranquillement. Parce que je veux que si je viens dans la salle, que je vienne dans un état optimal. Si tu viens stressé, tu ne vais pas dans un état optimal parce que le stress, ça te rend entièrement intelligent. L'intelligence baisse quand tu es stressé. La peur, c'est pareil. Donc, il est plus important de préparer l'orateur que de préparer le discours. C'est important. Même si le préparer est important aussi. Donc, il vaut mieux que tu viennes dans un état optimal. Que le cerveau soit prêt, que l'énergie soit prête pour que tu puisses bien parler. Donc, merci en tout cas pour ces éclaircissements. On s'achemine vers la fin. Notre dernière question, c'est de savoir comment gérer les imprévus pendant une prise de parole.
questions difficiles, problèmes techniques, perte des fils, comment gérer? Alors, c'est des imprévus qui arrivent parfois. Oui. Oh ouais. Quelqu'un qui va crier derrière, quelqu'un ou des imprévus. Ou bien couper en même temps, le micro coupe. Donc, comment gérer ces imprévus? Ok. Alors, la bonne nouvelle, c'est que la sincérité est respectée par les humains. Ok. Ça t'arrive de voir dans les conférences, les gens souvent avant de prendre la parole, ils disent « Bon, je ne suis pas un expert, mais je vais essayer de faire de mon mieux. » Oui. Ok, ils sont en train de dire que si jamais je gaffe, donc ne m'en veux pas. Ne m'en voulez pas. Si quelqu'un pose une question que je ne connais pas, ne m'en voulez pas. Si on te pose une question difficile, si tu ne sais pas, dis je ne sais pas. Ou dis honnêtement, cette question, c'est la première fois qu'on me la pose. Ce que je peux faire pour vous, je prends votre contact, je vais aller me documenter, je vais aller me renseigner et je vous réponds après, par WhatsApp ou par appel, peu importe. Si c'est une coupure, tu t'arrêtes. Si c'est le micro qui coupe, par exemple, moi je me suis entraîné, à moins que je sois dans une salle de 1000 personnes, je peux parler, on va m'entendre même sans micro. Ça peut porter. Ça peut porter, tu vois. Donc, c'est juste, il faut être sincère avec les gens. Il ne faut pas vouloir jouer le bon orateur qui ne se trompe jamais, qui sait tout, qui n'hésite jamais. Par exemple, il est montré que avouer que tu es timide augmente ta confiance en soi. Ouais. Donc, quand tu viens dans une audience et que tu sais que c'est ta première prise de parole en public, la sincérité veut que tu commences par dire les gens, s'il vous plaît, cher auditoire, c'est ma première fois devant un public, donc si vous voyez que je tâtonne, si vous voyez que je bégaye, comprenez-moi, je vais faire de mon mieux. Sois humble, genre. Tu sais que tu manques de confiance en toi. Tout à fait. Tu sais que c'est ta première fois. Il ne faut pas venir avec une image de tu sais faire. Il faut montrer aux gens que tu sais faire. Sors ta tête, comme on l'a dit. Genre, tu es là pour eux. Tu n'es pas là pour te convaincre que tu es bien. Donc tu leur dis, c'est ma première fois devant un public. Donc si vous voyez que je tâtonne, si vous voyez que j'ai le trac, comprenez-moi. Pourquoi tu commences? L'important n'est pas qu'on t'apprécie ou pas. Tout compte fait, il y a des gens, peu importe à quel point tu es bon, ils ne vont pas t'apprécier. Et il y en a, peu importe à quel point tu es nul, ils vont t'encourager. Donc, être apprécié des gens, du public, c'est une fausse quête. Être sincère, c'est ça qui gère les imprévus. Merci Ahmed Bari. Mesdames et messieurs, c'était là bien sûr le jeune coach Ahmed Bari qui est avec nous bien sûr cette émission. C'est ici que s'achève ce nouveau numéro, l'interview, et nous avions échangé sur la prise des paroles en public. Merci une fois de plus d'être avec nous. Restez connectés. Toujours un plaisir mon gars. Merci. Wakanda pour toujours.